Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Céline Emetti et depuis une quinzaine d'années, je m'attelle à construire des ponts entre des moyens et des besoins d'intérêt général. Bonjour. Je m'appelle Johan. Je suis architecte. Je travaille d'ailleurs un peu sur le Grand Paris. Mais je suis là ici en tant que membre du Clubhouse. Je suis concerné par la santé mentale en tant qu'usager. Concerné, je dis bien concerné, pas consterné. Et je tiens aussi un blog qui s'appelle Comme des fous, que j'ai appelé Comme des fous, où j'essaie d'apporter un regard neuf et valorisant sur l'expérience de la folie. Et voilà, sortir un peu du cadre un peu plombant et fataliste des maladies mentales. Alors, on est venu aujourd'hui pour vous parler. On aurait beaucoup de choses à vous dire, donc il n'a pas été facile de faire une synthèse de nos messages. Très rapidement, pour poser le contexte, et certains d'entre vous sont probablement plus experts que je ne le suis en matière scientifique. Néanmoins, en gros, en France, 2 millions de personnes ont un diagnostic psychiatrique. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un diagnostic, sans parler de celles qui sont en souffrance et qui n'en ont pas. 2 millions de personnes, c'est beaucoup. L'OMS, beaucoup d'instances nationales et internationales alertent sur la prévalence de cet enjeu-là. Alors pendant très longtemps, la solution qu'on avait choisie pour les personnes en souffrance, c'était l'enfermement, l'hospitalisation, et donc la mise à l'écart et le soin vraiment d'un point de vue médical. Depuis une vingtaine d'années, un peu plus, la médecine, la recherche scientifique a fait des progrès, donc il y a des meilleurs traitements, qu'ils soient médicamenteux ou autres. C'est pas encore extraordinaire, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, et donc ça a permis d'avancer vers ce qu'on appelle un décloisonnement du sanitaire vers le social. Donc les gens sont moins dans le 100% enfermés soins, et donc maintenant les personnes vivent et sont accompagnées de plus en plus dans la cité. Malheureusement, ces maladies-là, donc nous, celles sur lesquelles on travaille en particulier, c'est des schizophrénies, bipolarité, dépression sévère, pour ne citer qu'elles. Et donc le constat qu'on a fait, c'est que, ok, depuis 20 ans, on a changé les dispositifs d'accompagnement, on est moins dans l'enfermement, mais le problème, c'est que ce sont des maladies qui isolent, elles rompent le parcours scolaire, social, professionnel. Et les personnes se retrouvent de plus en plus isolées. Monsieur Legros a rappelé tout à l'heure, malheureusement, un cercle vicieux amène souvent à la rue, avec, selon le SAMU social, un SDF sur 3 qui a une maladie psychique. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment faire le lien entre le rétablissement médical et l'insertion sociale et professionnelle, du moins la vie active des personnes concernées, en les replaçant au cœur du dispositif. Alors beaucoup ont essayé, il y a plein de fantastiques initiatives en France et ailleurs, et heureusement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se baser sur une expérience internationale qui s'appelle Clubhouse, un nom qui n'a rien à voir avec du golf ou je ne sais quel autre sport. Ça s'appelle Clubhouse en Italie, en Ouganda, en Corée du Sud, depuis plus de 70 ans, et donc nous, on a essayé de créer cette première adaptation de ce modèle d'entraide qui est en plein dans la philosophie d'empowerment, d'encapacitation, et qu'on expérimente à Paris depuis 4 ans. Donc ça, c'est pour la petite théorie, comment faire le lien entre le rétablissement médical et la vie active. Mais le plus simple, c'est que Johan explique concrètement c'est quoi ce Clubhouse. Donc, le Clubhouse Paris, c'est une maison en fait dans le 19e, à 2 pas d'ici. C'est un lieu d'entraide non médicalisé qui accompagne les personnes vivant avec un trouble psychique dans leur réinsertion socio-professionnelle. C'est un tremplin entre le monde médical et le monde du travail. Il n'y a pas de médecin. Donc concrètement, en fait, concrètement, il n'y a ni soignant ni soigné. Le principe du Clubhouse, c'est en fait qu'on gère la maison ensemble avec le soutien de l'équipe salariée, en se répartissant les tâches comme la préparation des repas, la communication, les tâches administratives ou encore l'entretien des lieux. Voilà. On s'appuie aussi sur les compétences des membres pour animer des ateliers. Et il y a aussi le volet emploi, ainsi que le travail de sensibilisation aux troubles psychiques mené auprès des entreprises partenaires. Alors, ce matin, plusieurs personnes ont évoqué le terme de GEM.
Et donc là, on se dit fantastique, une avancée. On reconnaît que les personnes qui sont en souffrance psychique ont besoin de lieux sociaux, d'une dynamique remobilisante. Et donc, pour ceux qui sont familiers avec la loi du handicap, jusqu'en 2005, une personne qui souffrait d'un trouble psychique ne rentrait pas dans les dispositifs d'accompagnement réservés aux personnes qui sont en situation de handicap. La loi a changé et donc on a considéré intégrer le facteur psychique dans la définition du handicap. Plusieurs conséquences à cette reconnaissance législative. D'abord, un dispositif de compensation qui s'appelle les GEM, et donc il y a à peu près 350 GEM en France. Donc GEM sont des groupes d'entraide mutuelle qui permettent aux personnes qui ont une maladie psy de se retrouver pour s'entraider dans une logique de sociabilisation et d'incitation à l'empowerment et justement à la prise de décision et de redevenir acteur de son devenir. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont commencé à s'intéresser à ce sujet-là en se disant « Ouh là là, c'est le premier motif d'arrêt maladie longue durée, ça nous coûte cher. Ouh là là, c'est le premier motif de souffrance au travail, il faut qu'on trouve des solutions. » Et c'est donc devenu aussi un enjeu économique. Alors là, c'est un peu un drame pour le fonctionnement de nos institutions publiques, puisqu'on avait déjà réussi, au bout de quelques dizaines d'années, à rapprocher le sanitaire et le social. Et là, on doit rapprocher le sanitaire, le social et le monde de l'entreprise en parlant emploi. Donc, autant vous dire que quand on a lancé l'initiative, on a reçu beaucoup de freins à l'adaptation de ce projet. Néanmoins, depuis 4 ans, on essaye et il y a de plus en plus de parties prenantes qui nous rejoignent pour nous aider. Ce genre d'exercice qu'on fait aujourd'hui, c'est tout à l'heure, on parlait beaucoup de représentants, d'usagers, de personnes concernées. Personnellement, je préfère les experts du vécu, comme disent les Belges. Quoi qu'il en soit, ce travail de prendre la parole, c'est un travail qui est fait au quotidien dans le Clubhouse à Paris, donc ce premier lieu d'entraide qui accompagne aujourd'hui une centaine de personnes. L'idée n'est pas de faire la génération de représentants d'usagers de demain. L'idée est d'accompagner l'individu dans l'amélioration de son estime de lui-même, dans la prise de conscience de ses capacités et dans un retour à la citoyenneté à titre individuel. S'il trouve une place dans le collectif, grand bien lui fasse, mais on est vraiment dans une logique de renforcement de la capacité de la personne elle-même. En tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Quand les organisateurs du forum nous ont contactés pour prendre la parole aujourd'hui, on fait ce qu'on fait à chaque fois dans le Clubhouse, on fait un appel aux volontaires. Et dès qu'on a lancé cet appel, Johan a réagi extrêmement vite en disant « moi ça m'intéresse » et il a fait quelque chose qu'aucune personne du club n'avait fait en 4 ans. C'est qu'en 24 heures, il a pondu une note de recommandations et de messages qu'il voulait partager dans le cadre de cet institut, de ce forum aujourd'hui. Donc j'arrête de parler, je pense que c'est plus intéressant. Merci Johan. Alors, par rapport au sujet qui est l'intégration dans la cité, je pense que l'intégration de la cité passe par le fait de se sentir partie prenante de la société. Et selon moi, il y a là 3 points à distinguer. Il y a l'idéal de l'inclusion sociale, qui est l'accès à un logement, à un emploi et à une vie sociale. Et puis, il y a la réalité d'une société dans laquelle les plus fragiles n'ont pas vraiment leur place, notamment dans le monde du travail. Je remarque souvent que face à une société incapable de s'adapter à leur fragilité, beaucoup s'isolent dans l'idée que c'est la société elle-même qui est malade. Du coup, on a cet effet d'isolement et en même temps de rejet de la société. Ce que j'apprécie au Clubhouse, c'est justement qu'on essaie d'incarner une forme d'espoir pour changer les mentalités, à l'opposé du fatalisme ambiant selon lequel il faut s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Donc là, ça rejoint la question de la démocratie sanitaire et des usagers comme opérateurs du changement dans les politiques de santé publique. Pour moi, architecte de métier, c'est comme en architecture. On construit pour les gens, on met notre expertise au service des usagers. La question qui se pose, c'est comment impliquer l'usager ou créer les conditions d'une participation. Comment partager avec les usagers un temps de réflexion commune, un espace du faire ensemble. Quand j'ai entendu parler des CLSM, qui veut dire Conseils locaux en santé mentale, j'étais tout content. J'ai fait la démarche de me renseigner
Mais j'ai déchanté quand on m'a parlé d'assemblée plénière annuelle en présence avec les élus, les représentants d'usagers, les représentants des familles et des institutions. J'aurais aimé faire un peu ce qu'on appelle de la démocratie directe, en fait, participer au groupe de travail thématique. Mais on m'a déconseillé d'y participer parce que ça peut heurter les personnes un peu fragiles psychologiquement. Et voilà. Et c'est une manière de nous protéger, en fait. Si je dois soutenir l'argument. Enfin, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai découverte au Clubhouse de Milan, que j'ai eu la chance de découvrir au mois d'octobre. Il s'agit du projet Puzzle, qui consiste à dresser une carte des besoins et des ressources en santé mentale, en coordonnant autour d'un CMP, qui est le centre médico-psychologique, les différentes structures existantes, en fait, les différentes pièces du puzzle, qui vont de la prise en charge sanitaire jusqu'à l'empowerment ou l'empouvoirment ou l'autonomisation des usagers, en passant par l'aide au logement, les loisirs et l'insertion professionnelle. Ce matin, il y avait une... non, en fait, on parle beaucoup en fait, dans la psychiatrie actuelle, depuis 50 ans, on a bien ce mouvement de fond. En fait, les soins ne sont plus restreints, ne sont plus dans les murs de l'hôpital psychiatrique. Il y a quand même eu un effort des professionnels qui ont porté un idéal progressiste, qui ont amené les soins qui sont hors des murs, dans la cité. Et donc mais j'ai l'impression que ça reste quand même limité aux soins. Et pour moi, le projet Puzzle, c'est aussi passer dans le domaine du social. Et voilà. Je pense, oui, qu'une telle démarche de coordination entre les institutions publiques et les associations comme le Clubhouse est essentielle pour impulser l'inclusion sociale et la démocratie en santé. Alors toi, Céline, tu souhaites nous parler d'une autre expérience internationale. Alors oui, très rapidement, on a découvert il y a quelques années, en fait c'est quelqu'un qui était confronté à cet enjeu qui m'en a parlé. Les Néo-Zélandais ont inventé un dispositif qu'ils appellent, alors soit le plan conjoint de crise, en anglais c'est Joint Crisis Plan, ou le plan d'anticipation des crises. Et en gros, ça consiste tout simplement à... la maladie psychique, elle fonctionne souvent par cycle et par crise. Et donc, il y a une alternance de crise et de phases de rémission ou de stabilisation. Et pendant ces phases de stabilisation, la personne a beaucoup plus de discernement, voire tout son discernement, pour anticiper la prochaine crise. Et donc le plan de crise conjoint, il correspond tout simplement à mettre autour de la table, à la demande de la personne elle-même, son médecin, ses proches, et à faire un protocole, une forme de contrat. Voilà ce que je voudrais qu'il se passe la prochaine fois que je suis en état de crise. Ça a l'air tout simple. La personne qui m'en a parlé, c'est Pierre-Michel Lorca, un psychiatre du CHU de Clermont-Ferrand. Et en fait, il s'est retrouvé avec une néo-zélandaise qui se faisait hospitaliser en crise maniaque et qui lui tend ce plan. Et donc lui, comme c'est quelqu'un d'extrêmement humaniste, il a choisi de bouleverser le fonctionnement de l'hôpital pour le mettre en place. Et en fait, concrètement, ça correspond à quoi ? Ça correspond à anticiper des petites choses qui peuvent avoir énormément d'impact. Par exemple, en état de crise, appeler ma mère et surtout pas mon père ou mon frère. Ou, voilà, c'est par exemple la personne référente. Ça peut être ne me mettez pas sous camisole chimique, mettez-moi plutôt en isolement, plutôt tel traitement, plutôt telle molécule. Enfin, c'est un peu ce qu'on appelle, j'ai oublié le mot technique, c'est pas décret d'anticipation, mais voilà, merci. Donc directive anticipée, à la nuance près que ça nécessite une évolution assez fréquente en fonction, voilà, c'est vraiment un pacte thérapeutique qu'on fait avec la personne et en mettant autour de la table soignants et proches. Malheureusement, cette expérience néo-zélandaise, on a tenté de l'adapter en Angleterre.
et elle se voit confrontée au droit. Et donc il y a des gros enjeux législatifs autour de ce dispositif. Néanmoins, il nous semblait important de le partager avec vous parce que c'est une réflexion d'anticipation. On aime, tout à l'heure, on entendait beaucoup des crises, on réagit souvent aux crises. Les Français, on est très sanguins, mais peut-être que c'est bien de temps en temps de faire un petit peu de préventif et d'anticiper. Donc voilà l'exemple dont je voulais vous parler. Et puis peut-être on va devoir on a conclure. Une minute pour conclure. Alors, voilà. On a essayé d'avoir 3 messages pour optimiser, vous transmettre des messages pour optimiser l'intégration et le rôle des usagers. Alors c'est assez réconfortant parce que nos conclusions, elles se retrouvent un peu dans ce qu'on a entendu dans la journée et surtout cet après-midi. Alors le premier point pour optimiser, c'est bien évidemment d'anticiper. Anticiper le plus en amont possible la place et le rôle qu'auront les personnes concernées et ne pas attendre que le projet soit fini et qu'on les consulte. Donc c'est vraiment un des points clés qui nous paraissait important de valoriser. Et dans tous les cas, nous, c'est ce qu'on essaie de construire dans le Clubhouse. Mais plus concrètement... En d'autres mots, créer autant de fenêtres de participation que possible. Peut-être pas en sortant de l'hôpital psychiatrique, parce qu'il faut quand même un temps pour se retrouver. Et trouver un temps aussi pour que toutes les parties prenantes puissent s'impliquer, notamment les praticiens et les familles. Alors l'autre point important, c'est de coordonner. Alors coordonner, c'est un grand mot, coordonner, co-construire, co-réaliser. Mais ce qu'on entend par coordonner, je reprends l'exemple du puzzle que Joanne citait, coordonner, ça veut dire aussi donner accès à l'information de cette coordination. Et avec des acronymes qui changent tous les 2 ans, c'est très difficile d'avoir par exemple des supports d'information qui peuvent intéresser les personnes au premier point concerné pour qu'elles puissent s'orienter et par elles-mêmes accéder à l'information. Donc cette coordination à la fois transversale et à la fois en termes de support d'information, elle est extrêmement importante pour nous. Donc, toujours en d'autres mots, créer des passerelles entre les interlocuteurs et les intervenants pour accompagner la personne dans son rétablissement et dans son épanouissement en tant que citoyen. Et pour finir, l'importance de changer de regard. Alors dans la salle, on ose espérer que nous avons un public acquis à la démarche, à la nécessité de changer de regard. Néanmoins, ça reste aujourd'hui un enjeu et une priorité fondamentale de changer de regard sur ces enjeux qui nous concernent tous et sur lesquels on communique si mal. Donc, pour conclure, justement pour aller dans le sens de la déstigmatisation et du changement de regard, encore faut-il en parler, créer l'opportunité d'en parler. Et on vous remercie d'avoir créé aujourd'hui l'opportunité d'en parler. Et si vous me permettez un dernier mot, c'est de vous inviter, c'est pas prévu ça, de vous inviter, c'est pas Céline, je préfère que ce soit moi qui le fasse. Non, mais vous invitez, vu que Céline travaille vraiment beaucoup pour l'association, vous invitez si vous voulez vous joindre à l'aventure Clubhouse et à la cause de la santé mentale, à devenir bénévole ou donner un peu de votre temps. Voilà. On fait une porte ouverte le 16 mars, juste à côté.